Bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour parler de la rentrée scolaire. Et pour ce faire, nous recevons le secrétaire départemental de FSU Mayotte, Henri Noury. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question, les parents se disent inquiets pour cette rentrée scolaire. Êtes-vous inquiet également ? Bien sûr, c'est difficile de ne pas être inquiet. On sait très bien qu'on sort de 5 semaines de confinement. Il y a eu quand même un développement du virus ici, une circulation très importante du virus. Sinon, il n'y aurait pas eu 5 semaines de confinement. Bon, on sait que c'est le variant sud-africain, on sait qu'il est très contagieux. Tout ça fait que comment les parents ne pourraient-ils pas être inquiets ? C'est normal qu'ils soient inquiets. Bon. Évidemment, nous sommes très soucieux à la FSU que la reprise se déroule en respectant les conditions de sécurité sanitaire pour protéger toute la communauté éducative et au-delà toute la société. Alors, il y a un protocole qui existe, qui a été mis en place. Bon. Alors, ce protocole, pour nous, on a contribué à l'améliorer, mais il est insuffisant. Est insuffisant notamment parce qu'il ne réduit pas assez les effectifs dans les établissements scolaires et les écoles. Il ne faut pas oublier une chose, la fameuse réduction de jauge ne porte que sur 4 niveaux, à savoir 4e, 3e, seconde, première. Il aurait fallu le faire partout ? Il aurait fallu le faire de manière beaucoup plus importante parce qu'à l'heure qu'il est, les réductions d'effectifs, c'est 25% des effectifs des établissements. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, il n'y a pas de réduction d'effectifs dans les classes, ou alors c'est selon l'établissement. Mais en général, la préférence va vers une alternance. Les classes viennent un jour sur 2. Mais on reste avec des classes chargées. Vous avez des classes à 35 en seconde. Bon. On sait que la salle de classe, c'est aussi un endroit où il y a des contaminations. On sait maintenant. Il est rassurant en disant on nettoie, on aère. Il était rassurant par rapport Oui, à on nettoie, on aère, sauf qu'il y a il y a une école, par exemple, pour ne citer qu'un exemple, où il y a une agglutination au moment des repas, il y a des rats qui défilent, bon, ça c'est aussi la réalité. On nettoie, on aère. C'est ce qui doit être fait, en effet, mais pour le moment, on n'a pas des moyens suffisants pour organiser une rentrée en toute sécurité. Le problème est principalement là. Et pour organiser une rentrée pour tous les élèves, parce qu'il faut bien qu'on comprenne que nous, à la FSU, nous ne sommes pas favorables à la fermeture, nous sommes favorables à l'ouverture, mais à condition d'avoir suffisamment de personnel, d'avoir suffisamment de salles de classe pour pouvoir gérer tous les élèves dans les meilleures conditions possibles. Ça veut dire avec des classes divisées, pas avec des classes à 35, avec des classes à une vingtaine d'élèves, un peu moins même. On avait même fixé la jauge, je vous rappelle qu'en juin dernier, on avait fixé la jauge à 15. À 15, il me semble. Ouais, à 15. Nous, vous vous rappelez, c'était il y a 6 mois. Est-ce que la situation a changé ? Parce qu'il faut bien voir une chose, ça fait 1 an qu'on traîne cette histoire. Et on n'en est pas sorti. Et vous disiez tout à l'heure le maître du temps perdu, mais que de temps perdu ? Alors que nous avons déjà dit ce qu'il faut faire, recruter, avoir plus de salles de classe, de manière à permettre à tous les élèves, dans les meilleures conditions possibles, de reprendre leur scolarité. Parce que c'est pas bon qu'ils perdent de la scolarité. Mais là, il est manifeste que on risque de se retrouver dans la même situation dans 5 ou 6 semaines. Nous, c'est ce que nous avons dit au recteur. Nous lui avons dit en CHSCT. Nous avons dit qu'il fallait aller plus loin. Et qu'il fallait aller plus loin dans les conditions actuelles. Mais nous estimons qu'il n'y a pas suffisamment de moyens mis en œuvre, et c'est d'ailleurs un problème général. Lui, il dit qu'il a mis les moyens, que c'est sécurisé, qu'on n'est pas à l'abri, évidemment. Il a dit on n'est pas à l'abri de cluster, mais il a dit on met les moyens, on a mis plus de monde, on fait plus de choses, et pour vous, ça, c'est encore pas assez. Mais c'est pas pour moi que c'est pas assez. C'est moi, je sais pas. Mais ce que l'on constate, c'est que si le confinement a eu des effets, s'il y a eu une baisse des contaminations à Mayotte, on est quand même monté à 800, un taux d'incidence de 800, ce qui est énorme. Vous savez qu'actuellement en Ile-de-France, le taux d'incidence est de 400. Donc là, on était au double à Mayotte. Il faut quand même être bien conscient de ça. Si on a eu ce confinement et si la baisse s'est produite, c'est bien parce que les établissements scolaires et les écoles étaient fermés.
Donc il y a bien un lieu, s'il y a bien un lieu de contamination, les écoles sont bien des lieux où on risque la contamination. Je ne dis pas que c'est partout le cas, mais il y a quand même des contaminations possibles dans les écoles, à la fois des élèves, des personnels, et ces contaminations ensuite elles peuvent se reporter dans les espaces privés, chez les enfants. Avant que Camar vous dans les familles. Est-ce que vous pensez que le variant sud-africain a changé la donne par rapport à vos prérogatives? Parce qu'avant on parlait pas de ce variant, on disait que les jeunes étaient moins touchés, donc les écoles étaient moins en danger. Aujourd'hui, elles le sont plus. Mais c'est évident que le variant sud-africain, on le sait, c'est pas moi qui le dis, c'est un variant qui est plus contagieux. Les variants sont plus contagieux et sont en plus, selon ce que je comprends, ce virus est quand même extrêmement malin, je dirais, mais parce qu'il réussit à s'adapter, oui, parce que ce sont des mutations. Ce sont des mutations qui lui permettent de se développer là où il n'était pas, où il s'était pas développé au départ. Hein. On sait très bien que maintenant, par exemple, au début, c'était des personnes plutôt âgées, et on sait très bien que maintenant, les variants qui se sont développés s'attaquent à des plus jeunes. Donc les écoles. Donc forcément, les jeunes, les 0-19 ans, ce qu'on a, cette catégorie d'âge, qui est touchée aussi. Donc voilà, c'est évident que on n'est pas sorti de cette épidémie, et la question que nous, on dit, c'est qu'on ne s'en donne pas les moyens. Pour le moment, on ne s'en donne pas les moyens. Même si le recteur fait ce qu'il peut, il va vous dire qu'il fait ce qu'il peut, ce que j'entends. Hein. Maintenant, il y a un problème plus global. On voit bien que c'est un problème plus global du gouvernement dont la gestion n'est pas suffisamment, probablement pas suffisamment radicale par rapport à ce virus. Il y a des décisions qui sont reportées, qui sont différées, mais au final, pourquoi ? Au final, pourquoi ? Pour être toujours dans la même situation ? Pour continuer avec un virus qui circule ? Alors, ouais. Henri Nourri, on se rappelle qu'à un moment, il y a une période où beaucoup de syndicats, en tout cas, nous disaient qu'on ne faisait pas remonter trop les informations entre les collègues qui étaient des cas contacts ou cas positifs au Covid. Aujourd'hui, avec la décision du préfet de décréter, d'annuler la septaine pour tous les profs qui sont revenus, vous, en tout cas, au niveau de la FSU, vous n'êtes pas d'accord, vous ne comprenez pas cette décision. Bah écoutez, qui comprend cette décision ? Qui comprend la logique de cette décision ? La logique sanitaire. Hein. Voilà, les profs sont dans la liste, les infirmiers sont dans la liste, et pourquoi pas les profs. On est d'accord, mais ça reste... Quoi qu'on en dise, quelle est la logique sanitaire ? Moi, je parle de la logique sanitaire de cette décision. On dit que ces personnes viennent de l'étranger. Ils sont susceptibles, c'est quoi la logique ? Ils sont susceptibles de ramener un variant. Ça peut être un variant sud-africain, mais ça peut être un variant brésilien, un variant anglais, tous les variants que vous voulez. Breton, même maintenant, il y a un variant breton, paraît-il aussi. Donc, vous voyez, les variants, ça se développe. Donc, ils sont susceptibles de ramener un variant qui n'existe pas sur l'île. Est-ce qu'on a besoin ? Voilà. Donc, la question, c'est, il faut que ces personnes-là soient isolées pendant 7 jours pour qu'on puisse ensuite les tester et savoir si... Bon, donc pourquoi ? Alors, on nous dit, non, il faut qu'ils sont exemptés de septaine. Pour pouvoir aller enseigner pour les gamins. Oui, pour pouvoir enseigner. Bon, ok. Ils sont exemptés de septaine. Alors, notez bien quand même que dans l'arrêté du préfet, ce qui n'a peut-être pas été vu, il dit quand même, l'exemption de septaine ne vaut que pour les activités professionnelles. Les personnes exemptées s'engagent à respecter l'isolement durant le reste de leur temps privé. Bon, alors, qui peut comprendre ce genre de mesure ? Qui comprend ça ? Vous pouvez aller bosser, mais vous êtes confiné chez vous. Oui, voilà, vous pouvez aller bosser, mais par contre, vous êtes... Vous voyez ? Donc, c'est pas... Je trouve que c'est pas clair, c'est pas suffisamment clair, et je pense que nos collègues, pareil. Et par ailleurs, on voudrait savoir combien de personnes ça concerne. Et là, il paraît que c'est peu de personnes. Le recteur avait dit que c'était justement, si c'est peu de personnes, pourquoi prendre cette mesure ? Si ça concerne peu de personnes, pourquoi prendre cette mesure ? Quel est l'intérêt de cette mesure ? Moi, je voudrais. Bon, si on comprend l'intérêt. Alors maintenant, du point de vue de gestion de l'éducation, et si l'explication elle est simple, il n'y a pas assez de personnel. On n'arrive pas à faire face en termes de personnel. On n'a pas assez d'agents dans l'éducation nationale. Nous n'arrêtons pas de dire qu'il faut recruter, qu'il faut un plan de titularisation. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il faut de l'attractivité. Parce qu'on n'aura pas encore assez de titulaires qui vont être présents, de personnel formé qui vont être présents. Ce système ne fonctionne en sous-effectif, alors en sureffectif d'élèves et en sous-effectif de personnel. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Il y a un sous-effectif. Et tant qu'on sera dans cette situation, on sera sur des mesures qui n'ont, comme ça, regardez, une mesure qui n'a aucun sens.
qui n'a aucun sens, qui concerne quelques personnes, puisqu'on nous donne pas les chiffres. Moi, j'attends les chiffres. Alors justement, Henri Nourri, il y a certains chefs d'établissement, notamment quand on regarde le lycée de Tsarano, certains sont favorables en disant du moment où ils ont fait un test au PCR négatif pour pouvoir prendre l'avion, c'est qu'ils ne présentent aucun risque. Mais de l'autre côté, on a certains enseignants qui nous disent, quand on regarde le nettoyage des salles ou même le laps de temps pour faire la rotation, il n'y a pas assez de laps de temps pour laisser sécher ou laisser aérer, donc on est obligé de faire les cours, donc il y a cette inquiétude de l'autre côté, et en même temps les chefs d'établissement, est-ce que c'est une pression pour eux aujourd'hui auprès du rectorat? Ils se disent on est favorable parce qu'il y a la pression. Mais de toute façon, la pression, elle est là, puisque la reprise est là, puisque, comme je viens de vous le dire, il y a un manque d'agents, donc la pression, effectivement, est bien présente. La pression, elle est présente parce qu'encore une fois, les moyens pour les services publics, si vous voulez, on s'aperçoit, la Covid-19 nous met au pied du mur. Parce que qu'est-ce qu'elle souligne comme problème, ce virus? Qu'est-ce qu'il met en avant? Il met en avant les déficiences en tout genre du système éducatif. Déficiences en matière sanitaire, parce que ça date pas d'aujourd'hui. On savait très bien qu'il y avait des problèmes sanitaires à Mayotte. On le savait très bien avant la Covid. On le savait. Hein. Bon, les déficiences en matière sanitaire, les déficiences en matière de personnel. Il n'y a pas assez de personnel. Il n'y a pas assez de personnel de santé, d'assistantes sociales. Pourtant, le recteur dit qu'il a engagé du monde, qu'il y a plus de monde. Oui, mais il a engagé. Je dis pas qu'il n'a pas engagé du monde. Je dis pas qu'à son niveau il ne fait pas ce qu'il faut. Mais on a besoin d'un plan massif. On a besoin d'un plan massif. C'est pas d'aujourd'hui qu'on dit ça. Hein. Non, je fais remarquer. Vous le revendiquez. On le redit, mais pourquoi on a besoin d'un plan massif? C'est pas simplement pour répéter comme un mantra. Les syndicats disent il faut des moyens. On répète pas ça comme un mantra. On dit que pour faire le service public correctement, dans les meilleures conditions, pour servir le public, pour servir l'intérêt général, il faut qu'on ait davantage de personnel. Il faut qu'on puisse donner aux jeunes, à la jeunesse de Mayotte, à l'avenir, qui représente l'avenir de Mayotte, les meilleures conditions pour qu'elle puisse se développer. La jeunesse souffre beaucoup aujourd'hui. On n'arrête pas de le dire. On le sait. Oui. Et les jeunes de Mayotte ont perdu beaucoup de temps. On est les premiers à le reconnaître. Ils ont perdu beaucoup de temps avec cette histoire. Et nous, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'ils continuent à en perdre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour en gagner maintenant ? Ce qu'il faudrait faire pour en gagner, c'est, encore une fois, ce que je viens de dire, de prendre des mesures massives en termes d'attractivité. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà que le gouvernement et le ministre de l'Éducation arrêtent de supprimer des postes. Parce que quand on supprime des postes, on supprime aussi des places au concours et on a moins d'enseignants pour venir à Mayotte. Okay. Il y a aussi ça. Vous voyez, ça, c'est très simple, mais on ne le voit pas parce qu'ici, on crée des postes. Mais globalement, on en supprime. Vous voyez ? Donc ici, c'est bien d'en créer, mais si on ne peut pas les pourvoir, on fait comment ? Parce que là, c'est le sujet, il est là. C'est-à-dire il faut un plan massif aussi de recrutement, de formation de titulaires, de mise en place de formations qui permettent d'avoir tous les personnels dont on a besoin, de titularisation des contractuels. Ça, c'est un grand débat. Hein. De titularisation des contractuels sans lesquels le système ne fonctionne pas aujourd'hui. Il faut un plan donc de recrutement de fonctionnaires sous statut, c'est-à-dire indépendants, et non pas de fonctionnaires qui sont contractuels à la merci de l'employeur et éventuellement mobiles, qui repartent, qui partent, qui repartent. Pour vous, on a besoin de contractuels. Parce que c'est pas un statut. Nous, justement, on est des fonctionnaires sous statut. On est pour le statut. On n'est pas pour la contractualisation. Oui, c'est vrai. Parce que la contractualisation, c'est une précarisation. Ça précarise, ça affaiblit, ça fait baisser l'indépendance. Le service public doit être indépendant puisqu'il est au service de tous, de manière impartiale. Il ne doit pas être au service de quelques-uns ou d'intérêts particuliers. Il doit être au service de tous. Donc, plus on contractualise, plus on affaiblit le service public. Ouais. C'est pas les contractuels en tant que tels qui sont à mettre en cause. Nous, ce qu'on cherche, c'est à améliorer. Et le système favorise, et la loi de transformation fonction publique de 2019
favorise le développement de la contractualisation. Alors à Mayotte, on était déjà sur une contractualisation importante. C'est beaucoup de trucs. Eh bien, déjà en 2019, on avait beaucoup. Déjà en 2019, il y avait beaucoup parce qu'on avait déjà souffert de ce problème d'attractivité. On le connaissait déjà et de stabilisation des personnels. On le connaissait déjà avant. Mais là, avec la loi fonction publique, il se pérennise, je dirais. Et ça, c'est pas une bonne chose. Alors, Henri Nourri, une question qui n'est pas trop sanitaire, mais vous avez le même combat avec le SNUPP, c'est de dire aujourd'hui, dans cette crise sanitaire, il y a ceux qu'on qualifie d'avoir été en première ligne, hein, les secouristes, les personnels soignants, mais également les enseignants. Mais quand on entend Rivot dire qu'aujourd'hui, par exemple, on favorise des fonctionnaires de l'ordre, par exemple des gendarmes, avec l'indexation, je parle, et que vous, aujourd'hui, vous dites, c'est pas possible, on est tous au même niveau, soit on est tous au même niveau ou pas. Est-ce que ce combat, finalement, aujourd'hui, vous pensez qu'avec la crise sanitaire, il est encore plus perdu? Non, il est encore plus d'actualité. D'accord. Ce combat, il faut continuer à le mener, ce combat, bien évidemment. Il se mène d'autant plus que nous, on a toujours pris comme référence La Réunion. Vous avez à La Réunion, vous avez une académie qui est alors très attractive pour le coup, et là, vous avez une indexation qui est à 1,53, à 13 points de plus que nous. Et ça, vous avez demandé au recteur de pouvoir être aligné à La Réunion. Ah mais bien entendu, mais c'est une demande qu'on fait au niveau national, ça. Qu'on soit aligné, qu'on soit au minimum aligné, et je dirais au minimum, parce qu'à mon avis il faut plus, parce que ça ne répond pas. Il ne faut pas oublier une chose, cette indexation a été mise en place en 2013, cette majoration des salaires. On avait dit à l'époque on reverra ça en 2017, ça n'a jamais été revu, on est resté sur la même, et ça ne répond pas à la question de l'attractivité. Donc il faut, bien sûr qu'il faut, cette revendication reste plus que jamais d'actualité, compte tenu des difficultés qu'on connaît ici. On a besoin d'améliorer le système à ce niveau-là. Alors il y a alors, encore une fois, bon, le recteur, sur ce plan-là, il peut pas, c'est pas lui qui peut gérer, puisque c'est une décision plutôt nationale. Maintenant, il fait des efforts aussi sur d'autres sujets, mais nous on attend des choses concrètes. Voilà. Ouais. On attend des choses concrètes en termes de revalorisation. En janvier, vous avez fait des manifestations, vous êtes allé devant le rectorat, on se souvient, vous avez demandé des choses, notamment REP+, et puis vous avez rencontré le recteur. Donc il y a des choses qui ont quand même avancé, et vous avez dit on va faire un point plus tard. Est-ce que ce point a été fait? Oui, ce point il a été fait, bien sûr. Nous, si vous voulez, le point il est très simple, c'est qu'à Mayotte, vous avez les collèges et les écoles qui sont en éducation prioritaire. Il y a deux types, ce qu'on appelle, c'est quoi l'éducation prioritaire? C'est donner plus à ceux qui ont moins, à l'origine. Le projet politique. Le projet politique, c'est ça. Bon, ok. Donc à partir du moment où ce projet politique existe, bon, nous, c'est un projet politique avec lequel on est d'accord. Même si, attention, l'éducation nationale ne peut pas tout faire, hein. Ça aussi, faut en être conscient. Bon, alors, à Mayotte, vous avez un réseau d'éducation prioritaire, et il y a deux réseaux, il y a éducation prioritaire et éducation prioritaire renforcée, qu'on appelle REP+. Ouais. Vous avez un certain nombre d'établissements qui sont en REP simple et d'autres en REP+. Nous, ce qu'on estime, c'est que, premièrement, tous les établissements, collèges et écoles devraient être en REP+, en renforcé, vu la situation sociale à Mayotte. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, que les lycées qui ne sont pas actuellement dans le réseau passent dans le réseau. Ça, c'est notre revendication. C'est notre revendication. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous présente? On nous dit, pour le moment, on ne revoit pas la carte. Pour le moment. On va faire des expérimentations l'année prochaine sur certaines zones. Djoumonier, Kahani, on va faire une expérimentation pour ces zones-là, et on va essayer de donner plus de moyens à ces zones-là, etc. Mais c'est en termes d'expérimentation. Nous, ce qu'on demande, alors l'expérimentation, c'est pas quelque chose que nous on soutient, parce que l'expérimentation, ça débouche pas, on sait pas sur quoi ça va, et en plus c'est avec le contrat local, le CLA. Bon, ce contrat local sur des objectifs qu'il faudra remplir pour pouvoir avoir les moyens. Bon, ce principe-là, on le retient pas. Nous, ce qu'on demande, c'est simple, c'est que on labellise, et on labellise tout Mayotte en REP+. Notre revendication elle est très claire. On labellise tout Mayotte en REP+. Ça permet de garantir à la fois les moyens et pour le système, et les moyens aussi pour les agents, pour les personnels. Voilà. C'est très simple, notre revendication elle est là. C'est pas ça qu'on a, hein. C'est pas ça.
Pour le moment, ce qu'on a, c'est la carte de REP+, on reverra plus tard, et puis le reste, on va faire quelques contrats ici ou là. Bon, voilà. Donc, qu'il y ait une identification des zones difficiles, mais à Mayotte, à Mayotte, à la limite, tout le département relèverait c'est pas à la limite, c'est ce que nous on dit à la FSU. Tout le département relève de l'éducation prioritaire renforcée. Voilà. Henri Noury, il faut terminer. Dernière question, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui du recteur ? La première action qu'il devrait faire là maintenant ? Non mais, moi j'ai pas à espérer quelque chose en particulier du recteur. Le recteur, il fait son travail. Le recteur, il voit bien, il connaît les sujets, il sait quelles sont les difficultés à Mayotte. Et ce qu'on lui demande, ce qu'on lui a demandé à plusieurs reprises, c'est de faire avancer certaines revendications qu'on a posées sur la table. Bon, alors, si ces revendications avancent, ça sera très bien. Il les a vues, il les a comprises, il les a notées. Ok, maintenant il faut qu'elles deviennent concrètes, vous voyez, parce que nous on est dans le concret. Bon, on est dans le concret. On défend les gens qui sont sur le terrain. Les gens qui sont sur le terrain, ils attendent du concret. Ils attendent pas simplement des paroles. S'il n'y a pas de concret, action prévue, réunion. Et s'il y a pas de toute façon, il y a une action qui est prévue le 6. Alors on ne sait pas encore sous quelle forme ça prendra, mais le 6 avril, oui, sur la fonction publique en général, parce qu'il y a un problème général de fonction publique. Quand vous voyez cette crise, encore une fois, cette crise a mis en relief les difficultés de la fonction publique, les difficultés des services publics. Et les services publics, la politique suivie par le gouvernement n'est pas encore une fois, elle va être austéritaire, des budgets insuffisants. Vous voyez, donc tout ça va peser sur le fonctionnement du service public et va peser, autrement dit, va peser sur toute la population, parce que le service public, il est au service de la population. Merci beaucoup d'être venu ce matin parler de cette rentrée scolaire. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.